Donc ces travaux, ils sont faits depuis une dizaine d'années au sein du VRCM à la faculté de pharmacie, dirigé comme chacun sait par Françoise Digna-Georges. Alors vous voyez, c'est déjà un gros groupe. Bon, ça n'a rien à voir avec l'équipe de M. Raoult ou de M. Lévy. Mais nous, on est 2,5. Hein. Ce que vous allez voir, c'est 2 personnes et demie, puisqu'il y a un ingénieur qui est coupé en 2. Mais là, il est entier. Bon, voilà. L'histoire de l'interleukinin est indissociable de l'histoire de la fièvre et de la vie de ce monsieur, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est Charles Dinarello. Dans les années 70, il a été établi que c'était des protéines solubles, sériques, qui induisaient la fièvre et qu'on appelait pyrogènes endogènes, ce qui a permis, dans les années en 84, à Dinarello de décrire l'interleukinin bêta et à John Sims de décrire l'interleukinin alpha. Par la suite, il a été montré qu'il existait un inhibiteur naturel de l'interleukinin qu'on appelle l'antagoniste du récepteur de l'interleukinin, qui est mieux connu maintenant sous le nom de Kineret, c'est son nom commercial. Et ça, on le doit au travail de Philippe Séquinger, qui a travaillé à Lumini d'ailleurs, et Jean-Michel Daillet à Genève également. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait entre le récepteur de l'interleukinin et celui des TLR, des toll récepteurs de la drosophile, qu'il y avait une communauté de structures dans la partie intracytoplasmique, et cela finalement a permis de décrire les toll-like récepteurs chez les mammifères et chez l'homme en particulier, avec les équipes de Janeway, de Meditov et de Butler. Enfin, en 2000, Hoffman aux États-Unis a décrit pour la première fois la cryopyrine et montré qu'il existait des mutations à la base de certaines maladies, qu'on appelle aujourd'hui maladies auto-inflammatoires liées à l'IL1 ou cryopyrinopathie. Et dans le même temps, l'équipe de Chop en Suisse a montré que cette cryopyrine, c'était la même chose que l'inflammasome NLRP3 et a montré tous les mécanismes qui conduisent au processing de l'interleukinin bêta dont je vais reparler. L'interleukinin alpha et l'interleukinin bêta sont 2 molécules qui ont les mêmes propriétés biologiques qui sont très importantes, puisque quand on injecte quelques nanogrammes par kilo de ces cytokines à des individus sains, on induit un état de fièvre, un état pseudo-grippal et un gros syndrome inflammatoire. Si on fait plus, quelques dizaines de nanogrammes par kilo, on induit une hypotension, et à quelques centaines de nanogrammes par kilo, on induit un choc hémodynamique très sévère. Donc ce sont des protéines qui sont biologiquement très puissantes, et cela est dû au fait en particulier qu'elles ont une action pléiotrope, c'est-à-dire qu'elles agissent à différents niveaux, système nerveux central pour induire la fièvre, le foie pour induire la synthèse des protéines de la phase aiguë, endothélium, épithélium pour favoriser l'infiltration leucocytaire, cellules de l'immunité innée pour amplifier la réaction inflammatoire, et même cellules de l'immunité adaptative en orientant la réponse vers une réponse TH17. Depuis la découverte de l'interleukine 1 alpha et bêta en 84, cette famille s'est agrandie, contient aujourd'hui 11 membres. Alors vous voyez qu'il y en a certains qui sont pro-inflammatoires, comme l'IL1 alpha, l'IL1 bêta, l'IL18, l'IL33, et d'autres qui sont anti-inflammatoires, comme l'antagoniste du récepteur de l'IL1, celui de l'IL36, et d'autres molécules plus récemment décrites. Si l'interleukinin a une action pléiotrope, c'est parce que son récepteur est ubiquitaire, exprimé sur beaucoup de cellules. Je vous montre là la structure du récepteur de l'interleukinin. Il y a 7 récepteurs dans cette famille qui ont tous la même structure. Le récepteur de l'interleukinin est constitué d'une partie extracytoplasmique qui contient 3 domaines de type immunoglobuline et d'une partie intracytoplasmique qui est proche d'un TLR avec un domaine TIR. Donc c'est une molécule hybride en quelque sorte. Lorsque le récepteur de type 1 fixe l'interleukinin alpha ou l'interleukinin bêta, il vient s'agréger l'interleukinin récepteur de type 3 qui a la même structure et cet hétérodimère, par sa partie intracytoplasmique, va fixer la protéine MYD88 et induire les voies de signalisation qui sont communes à tous les TLR. Donc des voies de signalisation intracellulaire qui sont communes au TLR et au récepteur de l'interleukinin. Alors, si l'on regarde un peu plus près la famille de l'interleukinin, je pense que l'on peut distinguer 2 clusters. Un cluster qui correspond aux cytokines IL1 alpha et IL33, et un autre qui correspond à l'IL1 bêta et à l'IL18. L'IL1 alpha et l'IL33 sont des cytokines qui sont synthétisées de façon constitutive dans des cellules comme l'endothélium, les cellules bronchiques, les cellules du tube digestif, sous la forme de précurseurs qui sont biologiquement actifs parce qu'ils contiennent, on va le voir, dans la partie N-terminale, une séquence de localisation intranucléaire
et on va voir qu'elle a une grande importance pour leur fonction. L'autre cluster, constitué par l'IL-1 bêta et l'IL-18, sont des cytokines qui sont synthétisées de novo dans les cellules du système de l'immunité innée, monocytes, macrophages, cellules dendritiques principalement, qui sont synthétisées sous forme de précurseurs biologiquement inactifs et qui ont besoin d'être clivés, soit extracellulaires, soit surtout à l'intérieur de la cellule, par le mécanisme inflammasome NLRP3, caspase-1, en molécules matures qui sont biologiquement actives. Mais si on regarde la structure de ces 4 protéines, on se rend compte qu'elles n'ont pas de peptide signal, de séquence leader. Donc elles ne sont pas sécrétées par les voies classiques, par le Golgi. Elles utilisent donc des voies de sécrétion qui sont non conventionnelles et dont je vais vous parler. Elles sont aussi probablement assez peu sécrétées, ce qui fait que finalement on en trouve très peu dans le sérum des patients malades ou des sujets normaux. Alors commençons par l'interleukine alpha. L'interleukine alpha, c'est une cytokine qui est duale, c'est-à-dire qu'elle a un rôle intracytoplasmique. Et vous voyez que dans une cellule non stimulée, l'IL-1 alpha se localise dans le cytoplasme. Lorsque la cellule est stimulée, elle rentre dans le noyau et se trouve concentrée dans le noyau. Et là, elle a une activité de facteur transcriptionnel, puisqu'elle induit NF-κB, AP1 et aussi des cytokines pro-inflammatoires comme l'IL-6 et l'IL-8. Elle a aussi une action à l'extérieur de la cellule, mais cette action à l'extérieur de la cellule ne se fait pas lorsque la cellule meurt par apoptose. Quand la cellule meurt par apoptose, l'IL-1 alpha ne bouge quasiment pas parce qu'elle est associée à la chromatine très fortement et se localise à l'intérieur du noyau. Par contre, si la cellule meurt par nécrose, comme vous pouvez le voir, on retrouve dans le surnageant de culture l'interleukine alpha. Et si on injecte des cellules nécrotiques à des souris, eh bien on induit une inflammation, ce qui prouve que l'IL-1 alpha se comporte comme une alarmine. C'est même l'alarmine, semble-t-il, la plus importante dans l'inflammation stérile induite par les cellules nécrotiques, comme l'a prouvé ce papier publié en 2007, qui montre que toute l'inflammation induite par les cellules nécrotiques dépend du récepteur de l'interleukine 1 et de l'anticorps et de l'anti-IL-1 alpha, enfin de l'IL-1 alpha précisément. Donc, si on résume les choses, on peut dire que l'IL-1 alpha agit comme un facteur de transcription en se localisant dans le noyau, et puis d'autre part, elle peut être libérée de façon passive lorsque la cellule rentre en nécrose, et à ce moment-là, elle peut éventuellement activer des cellules de voisinage. Les choses sont peut-être tout de même un peu plus complexes. Lorsque j'étais postdoc dans le labo de Dinarello, il y a donc maintenant de nombreuses années, à l'époque j'avais des cheveux, on a pu montrer qu'il y avait une forme d'IL-1 alpha qui était membranaire sur les cellules monocytaires stimulées et qu'elle était capable d'activer des cellules au contact par un mécanisme qu'on avait appelé juxtacrine. Lorsque je suis revenu à Marseille, on a pu montrer la même chose à la surface des cellules endothéliales. Et donc, plus récemment, en 2009, une équipe s'est intéressée à la sénescence endothéliale et a pu montrer que les cellules sénescentes endothéliales expriment fortement cet IL-1 alpha membranaire et que cet IL-1 alpha membranaire contrôle l'ensemble du phénotype inflammatoire associé à la sénescence. Plus récemment, nous avons pu montrer que l'IL-1 alpha est présent dans les corps apoptotiques. C'est un travail qui avait été fait par Yael Berda dans son travail de thèse, avec l'aide de Paul Salers, qui était là, décédé depuis. Ce que nous avions fait à l'époque, c'est qu'on avait induit l'apoptose de cellules endothéliales in vitro en les privant de sérum et en les activant avec du TNF, donc une forme d'apoptose un peu particulière. Et à ce moment-là, on se rend compte que par des centrifugations différentielles, qu'on peut distinguer dans le surnageant 2 types de populations microvésiculaires. La première, que vous voyez à droite, est la population microparticulaire membranaire conventionnelle, c'est-à-dire des vésicules qui font moins de 1 micron, qui sont fortement marquées par l'annexine 5 parce qu'elles expriment les phosphatidylsérines anioniques, qui ne contiennent pas d'ADN, comme vous pouvez le voir avec le marquage d'API, et très peu d'histones. Et puis, il y a d'autres microvésicules dans ce surnageant qui sont au-dessus de 1 micron, qui sont aussi annexine 5 positifs, qui ont beaucoup d'ADN et qui ont beaucoup d'histones, et que nous avons définis comme étant des corps apoptotiques. Ces corps apoptotiques, ils contiennent l'interleukine 1 alpha, et cela nous l'avons montré par plusieurs techniques, ELISA, cytométrie, microscopie électronique, et les formes qui sont présentes sont à la fois la forme précurseur et la forme mature. Par contre, il n'y a pas d'IL-1 bêta, il n'y a pas d'interleukine 1 alpha dans les corps apoptotiques, il n'y a pas d'IL-1 alpha dans les microparticules, il n'y en a que dans les corps apoptotiques. Ces corps apoptotiques, si on les
co-cultive avec des cellules endothéliales, on peut induire un phénotype pro-inflammatoire qui est entièrement dépendant de l'interleukinin alpha. Et si on les injecte à des animaux, on induit une inflammation stérile neutrophilique au bout de quelques heures qui est entièrement dépendante de l'interleukinin. Donc les choses sont un peu plus complexes que ce qu'on a dit précédemment. Certes, l'IL-1 alpha peut sortir de la cellule de façon passive lorsqu'elle rentre en nécrose, mais elle peut aussi être exprimée à la surface des cellules lors de la sénescence, et elle peut aussi être transportée par des corps apoptotiques à distance de la cellule et activer secondairement des cellules de l'immunité innée. Une autre cytokine qui appartient à ce cluster, c'est l'IL-33. L'IL-33 possède également une séquence de localisation intranucléaire, et elle va pénétrer dans le noyau, et elle est capable là de se comporter exactement comme l'IL-alpha, comme un facteur de transcription. En cas d'apoptose, elle est normalement dégradée dans le cytoplasme par les caspases 3 et 7 qui sont associés à l'apoptose, et en cas de nécrose, elle va sortir via la membrane, la rupture membranaire, agir sous la forme de son précurseur qui est biologiquement actif et être aussi rapidement inactivé par oxydation ou par des enzymes. L'IL-33 induit une inflammation particulière qui est l'inflammation de type Th2. Elle active les mastocytes et elle modifie l'endothélium, notamment la perméabilité endothéliale. Eh bien, en préparant des corps apoptotiques exactement de la même façon, des corps apoptotiques de cellules endothéliales exactement de la même façon que précédemment, on se rend compte qu'il y a certes de l'IL-alpha dans ces corps apoptotiques, mais qu'elle est minoritaire et qu'on trouve surtout beaucoup d'IL-33. Et l'injection de ces corps apoptotiques à des animaux, dans un modèle type mice AC, induit, comme vous le voyez, une augmentation de perméabilité vasculaire qui est contrôlée par l'anticorps anti-IL-33. Et cet IL-33 pourrait jouer un rôle important dans un certain nombre de vascularites, notamment des vascularites des gros vaisseaux. Ici, un modèle d'une maladie qui s'appelle la maladie Takayasu, que nous menons en collaboration avec David Salou et Aurélie Leroyer. En fait, vous voyez que les sérums de patients Takayasu induisent dans le même modèle une augmentation de la perméabilité vasculaire qui est contrôlée par l'anticorps anti-IL-33. C'est important parce que c'est un remodelage endothélial et vasculaire que l'on retrouve de façon commune avec l'athérome. Donc, l'IL-33, tout comme l'IL-alpha, peut être libérée lors de la nécrose, mais elle peut être aussi libérée par le biais de corps apoptotiques qui vont transporter à distance cette cytokine et induire l'inflammation de type Th2 et les modifications endothéliales. Alors, il faut, paraît-il, rompre les dogmes. C'est vrai que le dogme, c'est que l'apoptose, c'est anti-inflammatoire. Et que là, on se rend compte que des corps apoptotiques transportent des cytokines pro-inflammatoires et peuvent induire une inflammation. Alors d'abord, peut-être qu'il faut distinguer l'apoptose programmée de renouvellement cellulaire, qui elle est clairement non inflammatoire, de la nécroapoptose qui survient en cas de stress cellulaire et qui potentiellement pourrait avoir un rôle inflammatoire. D'autre part, il est possible que dans certaines situations pathologiques, on puisse avoir un déséquilibre entre l'excès de production de corps apoptotiques, par exemple, et les capacités d'épuration macrophagique, au moins transitoirement. Et cela pourrait se voir, par exemple, en excès quand il y a une ischémie aiguë, et pour les défauts d'épuration, on pourrait penser à une maladie qui est le lupus érythémateux disséminé, que nous connaissons bien en médecine interne, et qui est une pathologie liée quand même à des anomalies, ou dans lesquelles on rencontre des anomalies de l'épuration des corps apoptotiques. Malheureusement, nous avons été pris de court par une équipe hollandaise qui a publié en début d'année qu'effectivement, on retrouvait chez les patients atteints de lupus une augmentation de ces fameux corps apoptotiques qui contiennent des histones. Et de façon intéressante, ces corps apoptotiques ne sont pas porteurs des marqueurs classiques leucocytaires, ils expriment par contre fortement CD31 et ont donc surtout une origine endothéliale. Donc ce sont probablement les corps apoptotiques que nous avons décrits in vitro. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on les co-cultive avec des cellules dendritiques, on induit la production d'interféron alpha, qui est, comme vous le savez, la signature cytokinique caractéristique du lupus. On peut donc penser qu'il y a alpha joue un rôle là-dedans, mais ces auteurs-là n'ont pas testé cette possibilité pour l'instant. Bien, alors comme nous avons vu le cluster IL-alpha et IL-33, parlons du cluster IL-bêta et IL-18 qui nécessite donc un double signal pour être activé, un processing qui se fait par la caspase.
Donc, la synthèse d'IL1β et d'IL18 se fait en deux étapes. La première est un signal transmis par les TLR qui conduit à la synthèse de la pro-interleukine 1β et de la pro-IL18. Le second signal est un signal qui est délivré par l'ATP et qui va permettre l'agrégation au sein du cytoplasme de l'inflammasome NLRP3 qui va activer la caspase 1 qui est normalement inactive. L'activation de la caspase 1 permet le clivage de l'interleukine 1β, de la pro-IL1β et de la pro-IL18 et la libération d'interleukine 1β et IL18 matures biologiquement actives. La caspase 1 ne fait pas que ça. Elle est capable, lorsqu'elle est activée en excès, d'induire un mode de mort cellulaire particulier que l'on appelle la pyroptose. Lorsque se produit la pyroptose, il apparaît au niveau de la membrane des pores, et à travers ces pores, l'IL1β peut s'échapper de façon passive. Comme la caspase 1, dans le même temps, fait le processing de l'IL1β, eh bien, l'IL1β qui sort de cette cellule est une IL1β biologiquement active. Mais il est douteux que le mécanisme principal de cette cytokine soit lié à la mort d'une cellule du système de l'immunité innée. Et on peut penser qu'il y a d'autres mécanismes de sécrétion. En effet, quelques années plus tôt, l'équipe d'Anna Rubartelli à Gênes avait montré que dans certains lysosomes, qu'elle a appelés lysosomes sécrétoires, on trouvait de l'IL1β, on trouvait de la caspase, et qu'il y avait possibilité, lorsqu'on mobilisait le flux calcique à l'intérieur de la cellule, de faire sortir ces lysosomes, et donc de faire sortir l'IL1β sous forme mature. En fait, on s'est rendu compte, il y a quelque temps, que ces lysosomes sont la sécrétion de l'IL1β par ces lysosomes est très étroitement liée à l'autophagie. Vous en avez entendu parler tout à l'heure, l'autophagie, c'est un mécanisme de régulation cellulaire qui permet d'éliminer notamment les protéines mal formées et aussi certains germes intracellulaires qui sont pathogènes. Eh bien, lorsque la cellule est activée par le LPS, elle synthétise la pro-IL1β. Cette pro-IL1β, elle est dirigée vers l'autophagosome, naturellement vers l'autophagosome, et là, de deux choses l'une. Ou l'autophagie est activée, et à ce moment-là, la pro-IL1β est dégradée au sein des lysosomes, ou bien l'autophagie est inhibée, et à ce moment-là, il se forme des lysosomes sécrétoires qui permettent le processing de l'IL1β et la libération sous forme biologiquement active. Ces lysosomes portent la molécule LAMP. Il semble que ce ne soit pas le seul moyen et que les exosomes, qui sont des petites vésicules de moins de 80 nanomètres qui sont contenues dans le cytoplasme et qui sont fortement porteuses du MHC de classe 2, puissent également assurer le relargage de l'interleukine 1β. Et puis, en 2001, une équipe avait montré que lorsque les macrophages sont activés par l'ATP, ils font des blebs, et que ces blebs contiennent de l'interleukine 1β. Ces blebs ne sont rien d'autre que des microparticules membranaires conventionnelles. Alors nous avons étendu ces travaux, c'est le travail de M2 d'une interne de pédiatrie qui s'appelle Charlotte Rebel, sous la direction de Richard Bachelier, et nous avons observé qu'effectivement quand on active des macrophages avec du LPS et de l'ATP, on induit la production de microparticules membranaires qui contiennent de l'interleukine 1β. Ces microparticules, elles sont un peu particulières parce qu'elles sont assez grosses, elles font 500 nanomètres, et elles n'emportent pas que l'IL1β, elles emportent l'ensemble de l'inflammasome, NLRP3, caspase 1, procaspase. Donc ce sont en fait des véritables petites bombes pro-inflammatoires. Et elles ne sont pas que pro-inflammatoires. Elles sont aussi procoagulantes. Vous voyez, c'est le facteur tissulaire, il s'en va aussi sur ces microparticules, c'est un facteur tissulaire qui est biologiquement actif, et il part sur les mêmes microparticules qui contiennent l'interleukine 1β. Donc en fait, quand la cellule du système immunitaire inné est activée, elle va libérer des microparticules qui sont à la fois pro-inflammatoires et procoagulantes et qui vont pouvoir agir à distance. Ces microparticules sont biologiquement actives. Quand on les injecte à des animaux, on induit une inflammation stérile qui est bloquée par l'antagoniste de l'IL1, et cela est corrélé au fait qu'in vitro, elles induisent un phénotype pro-inflammatoire sur l'endothélium qui est également contrôlé par l'antagoniste de l'IL1. Enfin, on peut les retrouver in vivo. Ici, c'est un modèle de maladie rhumatismale, la maladie de Steele, qui est dépendante de l'IL1β. Et on se rend compte que ces patients, eh bien, ils ont un taux de microparticules monocytaires macrophagiques plus élevé que les sujets contrôle, et que ces microparticules, elles sont assez chargées en interleukine 1β. Donc, on peut dire que l'interleukine 1β peut être sécrétée en quelque sorte de différentes façons.
La première, c'est via l'autophagie et la libération de ces fameux lysosomes. À l'extrême, c'est la pyroptose, la mort de la cellule et l'échappement de l'IL-1 bêta. Et puis au milieu, il y a quelque chose qui relève de la libération protégée via des espèces de vésicules qui sont soit des exosomes, soit des microparticules. Pour l'autre cytokine de ce cluster, qui est l'IL-18, les choses sont un peu plus complexes, visiblement. Certes, le précurseur est contenu dans les microparticules, mais l'IL-18 est très nettement plus sécrété dans le surnageant sous forme soluble que l'IL-1 bêta. Et effectivement, on retrouve des taux circulants de cette cytokine très élevés dans des maladies, notamment le syndrome d'activation macrophagique, où on voit des taux d'IL-18 qu'on ne voit pour aucune cytokine connue jusqu'à ce jour. Alors, dans la discussion, je vais essayer, j'ai été un peu ambitieux dans la discussion, mais sans prétention, c'est-à-dire que c'est tout à fait ouvert. J'ai essayé de mettre ensemble beaucoup de choses dans lesquelles il y a des trous pour essayer de comprendre un peu comment les choses pourraient se passer. La famille de l'IL-1, c'est une famille qui est conservée au cours de l'évolution depuis des milliers d'années, des milliers d'années en tout cas, des centaines de milliers d'années. Et l'idée, c'est que peut-être l'IL-1 alpha et l'IL-33 sont les cytokines de la famille de l'IL-1 les plus archaïques, qui en fait initialement étaient surtout des facteurs de transcription, dont la libération extracellulaire se faisait par nécrose, mais de façon finalement tout à fait aléatoire. Lorsque l'immunité innée est apparue, les TLR sont apparus, et les TLR contrôlent la transcription du gène de l'IL-1 bêta et permettent la synthèse de la pro-IL-1 bêta, qui peut aussi sortir de façon passive en cas de nécrose cellulaire, mais sous sa forme précurseur, donc non biologiquement active, qui peut être clivée en dehors de la cellule, mais de façon très aléatoire. Certaines sont biologiquement actives, d'autres pas, et finalement très rapidement, l'activité est perdue. D'où l'évolution avec l'apparition de l'inflammasome NLRP3, de la caspase 1, qui permet à ce moment-là un clivage, un processing dirigé de la pro-IL-1 bêta en une forme qui est vraiment biologiquement mature et active, et qui peut être à ce moment-là sécrétée soit par le biais des lysosomes, soit à l'extrême, si vraiment il y a une activation trop importante, par la pyroptose et la mort de la cellule. L'apparition de l'immunité innée a permis l'apparition de ces récepteurs de l'IL-1 qui sont hybrides entre un TLR et une molécule d'immunoglobuline, et du coup la nécessité, la possibilité d'agir à distance. Et pour agir à distance, il fallait protéger ces cytokines de la dégradation et aussi des effets collatéraux qu'elles peuvent induire. Et je pense que c'est là que potentiellement les vésicules, que ce soit les corps apoptotiques ou les microparticules membranaires, peuvent jouer un rôle en transportant cet IL-1, alpha ou bêta, IL-33 ou IL-18. Donc, et bon, j'ai voulu aller un peu plus loin, pardonnez-moi. Il y a un lien, chaque fois on a parlé ce matin beaucoup d'infections et finalement pas beaucoup d'inflammation. Je pense que les deux phénomènes sont liés et ont évolué de façon concomitante. Et donc pour essayer de comprendre comment les liens pourraient se faire avec l'infection, j'ai proposé ces schémas-là. Lorsqu'on a affaire à un germe extracellulaire, vous savez qu'il y a des PAMPs qui activent les TLR qui vont conduire à la synthèse de la pro-interleukine 1 bêta, et puis via la libération d'ATP par la cellule, à la libération d'IL-1 bêta mature ou d'IL-18 mature. Et cela nécessite que l'autophagie soit bloquée, ce qui, dans ce cas-là, effectivement, est probablement le cas. Et donc, à ce moment-là, l'interleukine 1 bêta sort. Si on a maintenant affaire à une infection intracellulaire, dans le meilleur des cas, tout se passe au niveau donc, de l'autophagosome. On retrouve, mettons, la bactérie en jaune et puis la pro-interleukine 1 bêta dans l'autophagosome. L'autophagie est activée et tout se passe bien. Il y a dégradation de la bactérie et en même temps dégradation de la cytokine. Si par contre le germe est partiellement résistant à la dégradation et qu'il arrive à bloquer partiellement l'autophagie, à ce moment-là, la caspase 1 est activée et donc l'IL-1 bêta va sortir soit sous la forme des lysosomes, soit sous la forme des microparticules ou des exosomes. Et puis à l'extrême, si c'est une bactérie particulièrement résistante, qui résiste à la dégradation à l'intérieur de la cellule, qui bloque complètement le phénomène d'autophagie, à ce moment-là, on se retrouve dans un système où la caspase 1 sera hyperactivée et où il va y avoir pyroptose et libération en grand excès de ces cytokines pro-inflammatoires, permettant de donner un signal d'afflux de cellules du système immunitaire inné pour essayer de contrôler cette infection qui quand même nous met en difficulté.
Donc je dirais que de ce petit travail sur les microvésicules et corps apoptotiques, il ressort que probablement c'est un mécanisme de sécrétion des molécules de la famille de l'IL1, qu'elle protège ces cytokines de la dégradation trop rapide et leur permettent donc d'agir à distance, qu'en même temps elle protège les tissus environnants d'effets collatéraux liés à ces cytokines hyperpuissantes, que probablement elles sont apparues après, enfin ce mécanisme peut être apparu après l'apparition du récepteur de l'IL1, en tout cas c'est lui qui donne sa cohérence. Et il faut savoir, et ça m'a toujours posé une question intéressante, c'est que les molécules inhibitrices, qui sont des antagonistes de récepteurs, elles sont des protéines sécrétées conventionnelles qui passent par le Golgi. Donc l'IL1 récepteur antagoniste, l'antagoniste du récepteur de l'IL1, l'antagoniste du récepteur de l'IL36 sont des molécules sécrétées, alors que tous les autres membres de la famille de l'IL1 ne le sont pas. Voilà, je voudrais terminer en remerciant, bien qu'on soit que 2,5, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent bien travailler avec nous, et donc je les remercie tous, et en particulier Charlie Narello, qui reste par ses conseils un précieux maître. Merci. Vous avez mentionné que l'interleukine 33 modifiait la perméabilité. Est-ce que vous pensez à une stimulation de transporteurs ou stimulation de production de canaux transmembranaires ou plus simple que ça? Plus simple que ça. Je ne vous ai pas montré, mais on a des modifications des jonctions, en fait, des phosphorylations de cadérine, etc. Et puis il y a aussi, par le biais de la libération d'histamine par les mastocytes. Donc c'est un système un peu multiple, quoi, mais c'est pas très compliqué. Enfin, après, il y a peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas. Gilles, quand l'IL1 est transporté par ces structures vésiculaires, tu dis que c'est un mécanisme de protection. Mais donc ça veut dire qu'elle n'est pas exprimée à la surface de ces corps vésiculaires, qu'elle est vraiment à l'intérieur de ces corps vésiculaires. Ok. Mais alors comment expliquer alors le rôle assez phénoménal des anti-IL1 en clinique s'il ne peut pas y avoir d'accessibilité directe, en tout cas évidente? Ça voudrait dire que toute cette IL1-là n'est pas la cible de l'anakinra, par exemple? Comment ça marche en fait? L'anakinra, c'est un antagoniste du récepteur, donc il vient se fixer sur le récepteur. Non. C'est ça la différence d'ailleurs avec le canakinumab, qui est un anticorps anti-IL1 bêta. Quand on utilise un anticorps comme le canakinumab, on ne bloque que l'IL1 bêta et que l'IL1 bêta soluble. Alors que quand on utilise l'antagoniste du récepteur de l'IL1, on bloque au niveau du récepteur. Donc on bloque alpha, bêta, et on bloque y compris ce qui vient se libérer juste au contact, tu vois, de la cellule, qui est probablement le cas de ces vésicules qui doivent éclater probablement assez proche de la cellule. Mais c'est vrai on a l'impression, on n'a pas encore toutes les manips sur ça, mais qu'elles protègent l'IL1 de la dégradation. Et l'efficacité clinique de ces anti-IL1 bêta? Dans des maladies, pour l'instant, ils n'ont été testés que dans des maladies qui sont caricaturales. C'est des maladies monogéniques dans lesquelles il y a un excès de production d'IL1 bêta. Et d'ailleurs, je suis en train d'essayer d'avoir des cas de CAPS, de cryopyrinopathie, de formes plus ou moins graves, pour voir si justement, dans les formes pas graves, ça sort par les microparticules, et dans les formes très graves, ça sort par pyronécrose. Et je pense que c'est ça le truc. Comme ça sort par pyronécrose, ça sort en bloc, si tu veux, et là, l'anticorps anti-IL1 bêta fonctionne bien.